Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dr Serge Affeli et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Aux États-Unis, les athlètes d'origine africaine sont de plus en plus convoités par les grandes universités américaines qui n'hésitent pas à faire le déplacement jusqu'en Afrique en vue de dénicher ces rares talents. Cette politique agressive a donné au monde du sport des stars de la NBA comme Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo dans les années 1990 et 2000. Ou plus récemment de Joel Embiid des Philadelphia 76ers et Pascal Siakam des Toronto Raptors. Hormis ces quelques rares individus qui ont réussi à s'imposer dans le sport professionnel aux États-Unis, plusieurs milliers d'autres athlètes africains ont aussi bénéficié de bourses sports-études. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir que sont-ils devenus? Quelles opportunités ont-ils pu saisir une fois la carrière d'étudiant athlète terminée? Pour parler de ce sujet, je reçois trois invités. Le premier se nomme Ousmane Cissé. D'abord, Ousmane Cissé est ancien basketteur international ivoirien qui a joué à la SEC d'Abidjan et à Zenith Basketball Club dans les années 2000 avant de bénéficier d'une bourse sport-études américaine pour jouer à Eastern Illinois University. Il est aujourd'hui titulaire d'une licence en comptabilité et d'un master's en comptabilité et finance. Et a près de 10 années d'expérience dans le domaine des finances. Bonjour Ousmane. Tu es mute là. Bonjour Serge. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Mon second invité, quant à lui, se nomme Charles Ndolom. Il est originaire du Tchad et fut lui aussi ancien basketteur tchadien. Il a passé quelques années dans les clubs locaux dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de s'envoler pour les États-Unis grâce à une bourse sport-études. Charles est titulaire d'une licence en administration des affaires depuis 2011 et travaille aussi dans le domaine des finances. Bonjour Charles. Bonjour Serge, merci beaucoup de l'invitation. Plaisir d'être ici. Merci de nous rejoindre. Et en fait, mon troisième invité se trouve être une jeune dame très talentueuse. Elle se nomme Mariam Nianou et est aussi originaire de Côte d'Ivoire. Mariam est aussi basketteuse internationale ivoirienne et a évolué pendant les 2 dernières saisons dans l'équipe féminine d'Oklahoma State University. Elle est actuellement étudiante et en phase de compléter d'ici quelques mois une double licence. Une licence en management des affaires et une seconde licence en management des entreprises. Bonjour Mariam. Bonjour Serge. Alors, merci à tous les trois d'être venus, d'avoir accepté mon invitation. Première question, elle sera pour Mariam. Pouvez-vous nous raconter un peu les grandes lignes de votre expérience américaine en tant qu'athlète? Comment est-ce que vous avez été recruté et comment se passent les études actuellement à l'Université d'Oklahoma State? Oui, bon, tout d'abord, comment j'ai été recrutée? J'ai été recrutée par la base Académie ou encore la base Amérique pour certains, qui m'a mise en contact avec Daniel Prince, qui est un recruteur international. Oui. Et par le bien de Daniel, j'ai pu intégrer une université, un junior college aux États-Unis. Je suis d'abord passée par un JUCO au Texas et ensuite à Oklahoma et j'ai fini ma carrière à Oklahoma State University, comme vous le savez. Oui. Et comment se passe votre vie en tant qu'étudiant athlète? Quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? Je veux dire les réalités auxquelles nous sommes confrontés qui diffèrent un peu du sportif en Côte d'Ivoire, c'est le rythme de travail. Le rythme sportif, associer les études au basket, c'est assez compliqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu différent. Ouais. OK. Alors, Charles, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre expérience à vous? Oui, donc moi, j'ai été repéré en Afrique du Sud lors de la première édition du camp Basket sans frontières qu'organise la NBA et la FIBA. Oui. Et j'ai fait une belle prestation au niveau du camp.
J'ai joué le All-Star, j'ai même remporté un concours de dunk. Et au sud de ce camp, j'ai eu plein de contacts et j'ai pu communiquer avec Joe Tuomo, qui à l'époque était un recruteur pour les Indiana Pacers et quelqu'un que je considère comme un grand frère d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis, initialement dans une école préparatoire à Orlando. Et ensuite, je suis allé à l'université à Newberry College, qui est une petite école de deuxième division dans la Caroline du Sud. Et donc, j'ai fait 4 ans là-bas et eu ma licence en business et administration. Oui. OK. Merci. Alors, et enfin, Ousmane Cissé, qui est l'un des pivots, vous étiez l'un des pivots de l'ASEC d'Abidjan. Oui, effectivement. d'Abidjan. Vous avez aussi joué à Zenith Basketball Club pendant quelques années avant de vous envoler pour les États-Unis. Pouvez-vous nous dire un peu comment s'est passée votre expérience américaine? Ben, en tout cas, moi, je peux dire que ça s'est passé vraiment de façon peu ordinaire, pas comme celle de Mariam ou de Charles déjà. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Serge, après la SEG, je suis allé à Zenith, où vraiment, je me suis vraiment très rapproché d'un de nos aînés. Et comme ça, je vais dire le nom parce que, comme on dit en anglais, you have to give credit, right? Well, you got to give credit where credit is due. So, Moussa Adamou, qui a été vraiment une chance pour moi à cette période-là, en tant que joueur déjà à Zenith Basket, où j'étais quand même titulaire. Il a pu quand même avoir des contacts avec un coach ici aux États-Unis, qui n'a pas hésité à faire le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour quand même apprécier le talent que j'avais. Donc, à travers plusieurs vidéos de matchs ou d'entraînement qu'on a eu, il a pu quand même faire le marketing et me positionner, donner quand même une bonne image au niveau de ce coach-là, ce qui a facilité quand même mon recrutement depuis la Côte d'Ivoire. Et quand je suis venu ici, en fait, aux États-Unis, comme Charles aussi, je suis allé dans une école préparatoire. Dans cette école préparatoire, j'ai fait 2 ans. Et, après ces 2 ans, on m'a donné l'option d'aller soit en Division 1 School ou d'aller en Junior College comme Mariam. Mais en ce moment, vous savez, quand vous venez en tant qu'athlète étranger, vous n'avez pas beaucoup la notion de c'est quoi le community college, c'est quoi le D1, D2, D3. Je n'en savais rien vraiment. Donc, j'avais quand même une bonne famille d'accueil qui a pu quand même m'expliquer un peu ce que c'est que la différence et qui m'a dit, OK, tu veux aller en Division 1, tu ne veux pas aller en Junior College. Et il m'a donné quelques raisons. Désolé, Mariam, mais voilà ce qu'il m'a dit. Donc, voilà. Donc, j'ai eu quand même des avis un peu ici à droite, et à gauche et à droite, qui m'ont quand même aidé à faire mon choix un peu plus rapidement. Voilà. Alors, donc vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience en tant qu'athlète africain qui arrive aux États-Unis et qui se retrouve confronté à faire des choix. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu quelles étaient les idées préconçues que vous aviez avant d'arriver aux États-Unis? Non, mais quelle idée vous aviez de l'Amérique avant de venir faire des études, faire du sport? Non, mais l'idée qu'on a de l'Amérique, c'est l'idée qu'on a tous en tant que jeunes Africains ou jeunes Africaines. Je pense que déjà, on se dit quand on vient aux États-Unis, tout est là, on va bien s'habiller, on va bien manger, on va bien... voilà, quoi. Même, non, je suis d'accord. Non, vous êtes d'accord avec moi, tu vois. Donc, déjà, du côté sportif, moi, mon idée, c'est que je viens... l'idée, comme on m'a dit depuis la Côte d'Ivoire, c'est que déjà, tu ne vas pas jouer, tu ne seras pas titulaire, tu n'auras pas de temps de jeu. Quel que soit ce que tu feras, si tu es blessé, on va te mettre à l'écart, on ne va pas te faire jouer. Bon, ça, c'est des choses qui m'ont fait peur au départ. Mais déjà, ma volonté d'aller aux États-Unis, c'est un truc que j'ai toujours rêvé. Était plus que le basket. Voilà. Je voulais juste aller aux États-Unis pour avoir une meilleure vie pour moi-même, pour ma famille. Voilà. Donc déjà, voilà les idées préconçues que j'avais en matière de temps de jeu, d'impact immédiat dans l'équipe que je vais avoir. Et
et aussi la possibilité de travailler. Je peux dire dans la possibilité de travailler, mais je pensais que si je venais, bon, je pourrais faire un petit boulot ici pour aider ma famille, voilà, mais bon, c'est pas aussi évident avec le contrat qu'on a avec l'université. Voilà. Et parlez-nous aussi, vous avez parlé tout à l'heure des idées préconçues que vous avez. Quand vous êtes arrivé sur le terrain, c'était quoi la réalité au fait? Les gens vous ont dit que vous n'aurez pas de temps de jeu, Ouais. vous avez dit que vous avez des blessures, on va vous laisser sur le carreau. Ouais. C'était quoi la réalité en fait quand vous êtes Mais arrivé? la réalité, c'est la productivité. Right? La réalité, c'est que si vous, comme toute équipe, il faut être un acteur immédiat dans l'équipe. Voilà. Moi, quand j'ai commencé déjà en tant que freshman de ma première année, mon coach ne m'a pas fait jouer pendant 10 matchs. Et le 10e match, je suis allé dans son bureau. Je suis allé taper à la porte et il a vu mon visage, il a su que j'étais en boule. Parce que je suis venu, je crois, avant de venir, il y a l'assistant coach qui lui a dit à Ousmane, on dirait qu'il n'est pas content. Il dit qu'il s'entraîne dur, il fait tout ce qu'il faut, mais là, il ne joue pas. Donc, je suis allé voir le coach, je suis allé taper à la porte. Je suis allé voir le coach avec mon anglais qui était terrible à l'époque. Je lui ai dit, coach, il dit, mais à quoi? Je lui ai dit, mais moi, je ne joue pas. À l'entraînement, tu me donnes tous les compliments, tu me félicites, je fais tout ce qui est bien, mais pourquoi est-ce que je ne joue pas? Qu'est-ce qui me manque? Et il n'avait rien à me dire. Il m'a dit sincèrement, voilà, on a des seniors dans l'équipe, on a des gens qui sont plus âgés. J'ai dit, mais non, moi, je veux jouer. Moi, je veux jouer. Je m'entraîne dur, je travaille dur, je fais tout ce qu'il faut. Je suis un bon étudiant, je veux jouer. Et à partir de cet instant-là, j'ai commencé tous les matchs jusqu'à la fin de ma carrière en tant que senior dans l'équipe. J'ai toujours joué à partir de cet instant. Donc, c'est très important, je pense, qu'en venant, de ne pas se fier à ce qu'on dit et quand même doser vraiment. Les gens avec lesquels on s'entraîne, les coachs, ils ne nous connaissent pas. Ils se disent qu'on vient de l'Afrique, on ne connaît pas beaucoup de choses. Donc, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens et leur dire vraiment, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ne veux pas faire, voilà ce que je veux faire. Voilà, moi vraiment, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière sportive. Et Charles, c'était quoi votre expérience à vous? Mon expérience était un peu similaire de ce que Ousmane vient de dire. Et vraiment, que quand j'étais arrivé à l'université, d'abord pour la première année, j'ai pas joué parce que il fallait que je régularise ma situation avec la NCAA et leur envoyer des bulletins et tout ça. Et ma seconde année, j'étais éligible, mais j'ai pas vraiment vu le terrain. Ouais. Et c'est lors de mon année junior, ma troisième année, ma quatrième année, que vraiment j'ai commencé à jouer. Et la vérité, c'est qu'il faut, quand on vient d'Afrique, il y a cette idée-là, cette image-là que les coachs ont des joueurs africains. C'est que nous sommes des athlètes, on peut courir, on peut sauter, on peut défendre, mais on n'est pas technique et qu'on ne peut pas shooter et tout ça. Et je pense que c'est important de pas se laisser marcher là-dessus. Et c'est pourquoi je suis très fier d'écouter ce que Ousmane vient de dire. Aller parler au coach et plaidoyer pour son cas pour qu'il puisse entrer au terrain. Mais moi, je crois qu'en 4 ans, j'ai eu 3 différents coachs. Ouais. Et le dernier coach, c'est le coach avec lequel on s'est vraiment bien compris. Le gars, il arrive, la première séance d'entraînement, la première chose qu'il dit, c'est ce que vous allez faire avec moi cette année dans ce programme, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous avez fait dans votre vie. Dans votre vie, ouais. J'étais à Abidjan pendant la guerre civile, j'étais au Tchad, je connais la galère. Qu'est-ce que tu me racontes? mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que on travaillait dur. Mais ce monsieur-là respectait les gens qui travaillaient dur et j'ai pu m'insérer dans le 5 de départ et à partir de là, j'ai pu profiter en fait des minutes et tout ça. Et Mariam, c'était quoi votre expérience? Bon, je sais que vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, mais pour nous dire un peu comment ça s'est passé votre intégration? Assez différente. Déjà, il faut savoir que la base académique qui m'a recrutée est tenue par Nyamke Esther, qui elle-même a joué à Louisville University. Ouais. Donc, il y avait un peu, elle avait déjà l'expérience et m'avait plus ou moins expliqué, you know what, on le dit en anglais, you gotta sleep in the gym, si tu veux jouer. Ouais. Il faut t'entraîner, il faut être prête, voilà, il y a plein de trucs. Elle m'avait vraiment donné, expliqué le côté plus négatif de la chose, de joueuses qui abandonnent, de la difficulté de la chose et tout. Donc, mentalement, je vais dire, j'étais plus ou moins prête.
Et quand je suis arrivée, je n'ai pas eu la chance d'avoir une bonne coach dans mon premier junior collège. Une personne qui m'a pas affectionnée, elle m'a pas aimée. Juste comme ça. Donc, peu importe ce que tu allais faire, c'est juste, j'ai pas envie de te voir. J'ai pas envie que tu sois là. Like, peu importe, j'étais à la salle tout le temps, je dormais à la salle, je passais presque toutes mes nuits à la salle. Mais rien n'y fait, elle ne voulait pas me voir. Les matchs, la saison, elle commence et tout. Les premiers matchs, je me dis, vas-y, je m'entraîne. À l'entraînement, je sais que je suis productif. Même mes coéquipiers me le disent. Mais rien n'a fait. Tu vois des joueuses, j'avais une coéquipière, je ne vais pas citer son nom, mais il y avait une coéquipière qui, tu vois clairement qu'elle n'est pas meilleure que moi. Mais juste parce que la famille de la personne est ci et ça, elle doit jouer. C'est junior college. Elle doit jouer. Et l'expérience a été assez mauvaise dès le départ. Pendant mes 5 premiers mois, c'était compliqué. En plus, la langue, je ne parle pas anglais. Bon, on va dire que aussi cette mauvaise expérience m'a beaucoup aidé, dans le sens où j'ai vite appris à parler anglais. Parce que la elle me mettait tellement de pression. À l'entraînement, elle me gueule là-dessus, je ne sais pas ce qu'elle raconte. Donc, je fais OK. Ça va encore plus loin. C'est tout le monde baseline, tout le monde qui court. C'était compliqué. Et par la grâce de Dieu, on va dire, avant d'arriver dans cette université, j'étais recrutée étant à Abidjan par une autre université qui était Northeastern Oklahoma College. Et quand j'ai pu expliquer la mauvaise expérience que j'avais, parce que la coach, malheureusement, un jour, elle m'a envoyé un message où elle m'a taillé comme jamais en mode « tu ne seras jamais une joueuse », parce qu'elle voulait tout faire pour que je retourne chez moi. Ouais, c'était vraiment... Je n'épargne beaucoup de détails, mais il y a eu beaucoup de choses. C'était limite de la maltraitance. Et... je ne savais pas comment l'expliquer à mon recruteur, dans le sens où il est aussi américain. J'avais peur, il y a plein de trucs. Et en fin de compte, un jour, elle m'a envoyé un message où elle carrément me chassait parce qu'elle ne peut pas m'enlever la bourse. Elle peut me déstabiliser mentalement que je quitte, basically. Voilà. Donc, elle a envoyé un message où elle me disait, voilà, il faut que tu appelles tes parents qui te payent le billet, tu rentres chez toi parce que je ne veux pas te voir ici, tu n'es pas la bienvenue, tu ne sais pas jouer au basket, tu ne seras jamais basketteuse, plein de trucs comme ça. Il y a des jours, je partais à l'entraînement où elle me chasse et puis elle me dit, pardon, je parle anglais, je ne veux pas te voir parce que je n'aime pas ton énergie aujourd'hui. Et je suis l'une des personnes les plus énergétiques sur ce terrain, qui parle, qui est partout. Et donc, ce message, j'ai pu faire une capture d'écran et envoyer à mon recruteur. C'est là qu'il a compris que ça n'allait pas parce qu'elle lui racontait, lui, quand il prenait des nouvelles, c'était « Oh, mais c'est une très bonne joueuse, elle est bourrée de talent. » Voilà, c'était contradictoire. Et donc, c'est comme ça que après mon premier semestre dans cette université, j'ai transféré dans une seconde université. Et là, j'ai su apprécier ma seconde université dans le sens où je venais d'un enfer. Et mon coach, il m'a tout de suite fait confiance, mais malheureusement, j'ai perdu ma première année. Vu que je transférais d'une conférence à une autre, je ne pouvais plus jouer. Donc, j'ai perdu ma première année. Personne ne me connaissait. Personne. Voilà. Donc, pour regagner confiance en moi, je m'entraînais comme jamais. Je passais tout mon temps à la salle à m'entraîner beaucoup. Jusqu'à ce que ma sophomore year, ce coach, il m'a vraiment fait confiance. C'est l'un des coachs, je dirais, il salue l'effort. Tant que tu y mets du sien, il va t'aider. Il est très difficile. Pendant toute mon année sophomore, je l'ai détesté. Et je l'ai aimé quand j'ai signé en division 1 que je suis partie. C'est là que j'ai compris le bien qu'il m'avait fait pendant 1 an. C'était tout le temps Mariam pour tout. Mais avec lui, j'ai commencé tous mes matchs. J'étais l'une de ses meilleures joueuses. C'est l'une de mes plus belles expériences basket que j'ai pu avoir. Et grâce à lui, je peux dire que j'ai pu avoir plus de 30 divisions 1 recrutes quand j'étais avec lui en JUCO. Donc, finalement, ce fut une belle expérience, mais elle a commencé c'était assez compliqué. Oui. Alors, je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent directement poser des questions à Mariam Ousmane ou à Charles. Vous n'avez qu'à le taper soit à travers Facebook Live ou sur YouTube et je transmettrai vos messages directement à nos invités. Okay? Je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs que n'hésitez surtout pas à mettre des likes, à partager la vidéo afin que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Okay. Alors, Ousmane, vous aviez parlé tout à l'heure du fait que, étant boursier, vous n'avez pas toujours, comme vous veniez aux États-Unis, vous aviez en tête l'idée de pouvoir travailler et de gagner de l'argent pour aider votre famille à rester en Afrique. Alors,
la réalité, c'est qu'aussi aux États-Unis, quand on est étudiant athlète, on n'a pas la possibilité de travailler en dehors de l'université. Alors, comment est-ce que vous faisiez à votre époque pour gagner de l'argent afin d'arrondir vos fins du mois? Bien que, bon, l'hébergement et la nourriture étaient comprises, mais les habits, les petites sorties et tout ça n'était pas compris. Comment est-ce que vous arrangiez à arrondir vos fins du mois? Est-ce que vous faisiez de petits boulots sur le côté? Ouais, voilà, c'est une belle question, hein. Moi, je pense que, comme tout le monde, il y a une mauvaise conception qu'on a du student athlete depuis en Afrique. On se dit, écoute, et nos familles en général, moi, je peux dire quand même, j'ai eu quand même la bénédiction, je peux dire, d'avoir quand même une famille qui n'a pas mis trop de pression sur moi dès le départ. Je peux dire sincèrement que moi, j'ai travaillé, que ce soit, j'ai fait la plonge dans la cafétéria, sur le campus, travailler au rec center, participer au camp de basket, en fait, tout ce qu'il fallait faire, même s'il faut couper des gazons sur le campus, en fait, tout ce qui est sur le campus, tout ce qu'on peut trouver sur le campus à faire. Si c'est possible, moi, je lève ma main, je dis, hey, coach, pas même le summer, parce que le summer, c'est 2 mois, 3 mois, tu vois. Moi, je dis en général, coach, je dis, hey, moi, je suis là, bon, c'est vrai, je suis à l'aise, je mange, je dors, je suis content, mais moi, il me faut un peu d'argent. Voilà, il me faut un peu d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Et j'avais un coach quand même qui comprenait ça en général. Donc, il trouvait des moyens pour moi, s'il faut aller, je sais pas, nettoyer un dortoir ou bien quelque chose. Je faisais ça sur le campus et $7 à l'heure à l'époque. C'était pas assez, mais je pense que hey, $7 à l'époque, je me rappelle, mon premier chèque est venu, j'avais 80 et quelques dollars, mais j'étais content. C'était quand même, c'était super, quoi. J'étais super content, je suis payé, j'avais quelque chose, mais c'était pas assez. Et comme je disais au départ, j'avais pas vraiment la pression familiale, donc ça m'a beaucoup arrangé. J'ai une mère quand même qui comprenait ça dès le départ, à qui j'expliquais un peu ma situation ici et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Mes parents m'ont supporté dans tout ce que je faisais de façon morale. Je peux dire que j'ai pas eu trop ce problème-là d'avoir vraiment envie de travailler, de faire des choses comme ça. Non, c'était plus de façon personnelle, une satisfaction personnelle que je voulais accomplir en faisant des petits boulots à gauche à droite. Voilà. C'était quoi votre expérience à vous, Charles? Mais tout d'abord, Serge, ça c'est une très bonne question. Et je crois qu'on ne peut pas mettre l'accent sur le fait que généralement quand on vient ici aux États-Unis, la perception de la famille et tout ça, c'est que on a réussi. Tu es international, maintenant tu viens aux États-Unis, donc tu auras l'argent, tu peux commencer à bâtir des maisons et acheter des voitures aux gens. Mais la réalité, c'est que oui, on a une bourse d'études qui couvre le logement, la scolarité, les nourritures et tout ça, mais il n'y a pas de rémunération mensuelle. Et donc, il faut être un peu... et pas seulement ça, au niveau des lois, il y a aussi des restrictions qui ne te permettent pas de seulement quitter le campus et puis aller travailler dans un restaurant. Donc, il faut être quand même un peu créatif. Et moi, je me considère comme un professionnel quand on parle de petits boulots parce que j'ai tout fait. Et généralement, je ne travaillais pas quand j'étais sur le campus. J'ai essayé de donner des cours, aider les étudiants avec leurs devoirs et des choses comme ça. Ça payait pas beaucoup et non, ça me donnait pas le temps d'aller au gym, m'entraîner et tout ça. Donc, je voyais l'été comme l'opportunité de me faire mon argent de poche. Donc, je coupais les gazons. J'ai eu la chance d'atterrir dans une famille d'accueil où le père était dans l'immobilier. Donc, il achète les maisons, il fait les rénovations et il vend, ensuite, il revend les maisons. Et la mère était entraîneur personnel. Donc, elle donnait des cours de musculation à domicile. Donc, j'avais une très bonne structure où, pendant l'été, je sors le matin, je fais ma muscule, j'aide avec les entraînements. Et après ça, je pars soit dans les chantiers de construction avec le père, ou alors, c'était en Floride. Et il y a plein de fermes d'oranges en Floride. Donc, je pars là-bas, je travaille. Une ferme, vous parlez d'une plantation d'oranges? Exactement. D'oranger, oui.
Exactement. Ok. Donc, j'ai été connecté avec un monsieur qui a des hectares d'orangers. Donc, je pars avec lui. On travaille sur l'irrigation. On fait c'est quoi, la menuiserie. On construit les cases et tout ça. Donc, j'ai tout fait. Et aussi, j'ai travaillé dans des camps de basketball à New Hampshire. Donc, une petite leçon de géographie. J'étais en Caroline du Sud, où j'allais à l'université. Et pendant l'été, j'étais à New England, qui est au nord-est des États-Unis. Et je conduisais pour aller. Et pour moi, toutes ces expériences-là étaient vraiment très, 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 très importantes. Parce que, ça m'a appris à pouvoir budgéter mon argent. Parce que je travaille pendant le sommet et j'ai environ 6 à 7 000 $ que je pars avec à l'école. Donc, je dois pouvoir effectivement gérer cet argent-là pour que j'ai toujours quelque chose dans la poche. Et à part ça, l'expérience que j'ai eue au niveau du camp, c'est vrai que j'entraînais les enfants à jouer au basket, mais quand tu penses à un camp, tu dois embaucher des gens pour travailler là. Et c'était un camp international qui faisait venir des Africains, des Australiens et tout ça. Donc, on parle des ressources humaines. Il faut, tu reçois des recettes, tu payes les employés, donc c'est la comptabilité et tout ça. Donc, le soir, je m'asseyais avec le directeur et on parlait du business en fait. Et donc, c'est comme ça que je ne pouvais pas trouver de stage, mais pour moi, ça, c'était un stage que j'ai pu créer à moi-même et que j'ai pu mettre sur mon CV. Et ça m'a beaucoup aidé dans la recherche d'emploi après l'université. Ok. Alors, Mariam, vous avez une histoire très intéressante parce que vous vous spécialisez dans les traites. Donc, parlez un peu de votre business. Parlez un peu de votre business. Mais je n'ai pas fait que la tresse. J'ai aussi fait la plonge comme Ousmane. Ah oui. Oui, j'ai fait la plonge. J'ai donné des cours de basket pour pouvoir, voilà. Et puis aussi, mes parents, ils m'aidaient plus ou moins. Mais la tresse, ça commence dès que j'arrive aux États-Unis. Je savais tresser depuis Abidjan, mais rien de bien fou. C'était juste, oui, je sais tresser. Je pense que c'est normal, en fait, de savoir tresser au pays. Et j'arrive ici, je veux me tresser après 2-3 semaines. Ouais, mes cheveux sont anciens. Au pays, on se change la tête chaque 2 semaines. Je veux me tresser. Ma coéquipière, elle est tresseuse. Et je lui demande, est-ce que tu peux me faire les cheveux? Et toi, elle me dit, comme tu es ma coéquipière, ça va te coûter $60. Je calcule mes $60 là en francs CFA. J'aurais dû savoir tresser dès le départ. C'est 35 000 francs. Pourquoi je paye 35 000 même pour me tresser? Je ne peux pas. Et je fais, mais ça c'est le prix de coéquipière. Donc, si on doit faire prix normal, c'est combien? Il fait, non, ça va te faire environ 160. Il dit, c'est pas possible. Donc, déjà, je n'ai pas l'idée de suite de me tresser. Je garde la coiffure quelques semaines encore. Puis après, c'est chaud parce que je n'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Et même si j'ai $60, je ne les ai pas pour que me tresser. Et donc, c'est là que je m'assois. Puis je dis, mais vas-y, je sais tresser, je vais me tresser moi-même. Et je me fais les cheveux moi-même pour la première fois. Et dans le campus, il y a plein de personnes qui font, mais qui t'a fait les cheveux et tout? C'est moi qui... tu peux me tresser? Oui, bien sûr. Et quand on me demande, là, je suis tresseuse, je ne dis pas non, je suis tresseuse. Je cherche l'argent. Et au départ, je ne sais pas trop les tarifs, donc j'étais vraiment le moins cher possible. Parce que moi, je calcule encore mon argent en francs CFA. Donc moi, je me dis, je tresse quelqu'un à $20, je tresse à 10 000 $. J'ai trop l'argent. Donc, les gens sont fait bien avec moi, quoi, parce que je tressais limite gratuitement. Et c'est là que j'ai commencé à tresser. J'ai beaucoup tressé mes 2 premières années en junior collège parce que j'avais encore le temps et en division 1, c'était grave compliqué. Et c'est comme ça que j'ai développé la coiffure. Quelqu'un va me demander, Mariam, tu sais faire telle coiffure? Je n'ai jamais fait de ma vie. Oui, je réponds toujours oui, je n'ai jamais dit non pour une coiffure, jamais. Et quand je dois tresser, par exemple, demain, je m'assois sur YouTube toute la nuit, je vais regarder la coiffure, regarder les tutos, et tu me vois en train de tresser, et puis souvent j'ai mon téléphone sur le côté, mais l'absent ne se rend pas compte, quoi. Je suis en train de regarder telle technique, j'ai un peu oublié, et puis bon, c'est comme ça, je suis auto-learning, j'ai appris seul à tresser, et jusqu'au jour d'aujourd'hui,
on va dire, j'ai développé, c'est devenu une passion parce que j'adore ça, j'ai appris facilement, on va dire. J'adore ça et aujourd'hui, j'ai un petit business de coiffure, je tresse pour m'en sortir. J'en vis aujourd'hui, vu que je ne joue plus. J'en vis aujourd'hui et donc voilà un peu. Okay. Ah, super. Alors là, vous êtes sur le plan de terminer 2 licences, c'est-à-dire bachelors, comme on l'appelle ici. Pourquoi avoir choisi cette filière, l'entrepreneuriat et le business? Et pourquoi 2 licences d'ailleurs? Une seule, c'est pas suffisant ou... Non. Bah, j'ai pas commencé, il faut dire que j'ai pas commencé par le business. J'ai commencé dans des études de pharmacie. C'est comme ça que en venant d'Abidjan, j'étais déjà passée par l'université. J'ai fait le tronc commun à Abidjan en pharmacie. Et quand je suis arrivée ici, toujours dans la même passion, j'ai grandi avec l'idée de toujours vouloir être pharmacienne, être dans le corps médical, aider, tout ça. Et donc, quand j'arrive, mes 2 premières années, je continue mes études. Je commence les études en pharmacie, je fais pré-pharm et tout. Et c'est quand j'arrive à Oklahoma State University, déjà l'université n'a pas de pharmacy school. Donc, c'est-à-dire quand j'allais finir, bon, de ce qu'on m'expliquait, déjà, j'ai eu beaucoup on va dire, j'ai pas été bien orientée. Et quand je suis arrivée, on m'explique que l'université n'a pas de pharmacy school. Après les 4 ans de bachelor en pharmacie de pré-pharm, tu dois aller encore 4 ans en école de pharmacie, tu dois être accepté et tout. Et pour moi, je vois directement, mais qui va me les payer ces 4 ans après quand je finis? Parce que je n'ai pas d'argent. Et j'ai besoin d'un diplôme qui tout de suite me fait travailler quand je finis. Et c'est comme ça qu'à réfléchir, à parler avec les advisors, je me tourne vers business. Et c'était grave compliqué dans le sens où j'ai commencé, vu que j'avais commencé une filière scientifique, pour changer pour business, j'allais perdre énormément de crédit. Et donc, j'ai d'abord fait sociology pour pouvoir avoir le crédit qu'il faut, être éligible pour jouer, tout ça. Et c'est un peu compliqué. Et donc, après, j'ai changé, j'ai fait business et j'ai décidé de faire management. Au départ, sans grande raison. Je ne vais pas mentir, sans grande raison, juste parce que je voulais travailler. Parce que quand on explique, le champ, il est large quand tu finis en business. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait business management. Et quand le choix de faire business entrepreneurship, c'était quand j'arrive à ma senior year. C'était l'année dernière, j'allais finir en mai, mon premier diplôme. Et j'ai fini grave en plein milieu de COVID. Qu'est-ce que je fais? Et là, je suis encore en mai, jusqu'en mai 2000, mon dernier semestre jusqu'en 2020, je me posais encore beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je finis? Est-ce que je vais jouer pro ou pas? Et j'étais tellement confuse. Et parlant avec mon advisor, elle m'explique que tu sais que d'abord, j'avais une autre coéquipière qui avait fait double major. Et puis, je trouvais ça très intéressant. Je me dis, autant faire tout ce qu'on peut maintenant niveau études. Et puis après, je suis assez libre dans ma vie. Et donc, je parlais avec mon advisor. Je lui demande un jour, et il y a Olivia qui je sais qu'elle a fait double major en business. Est-ce que c'est possible, tout ça? Elle me dit, oui, tu peux faire tant que tu ne gradues pas. Et l'université t'offre une 5e année bourse d'études. Et puis, je me suis dit, vas-y, ça me donne encore le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire. Et j'avais ma coiffure. Là, j'ai une grosse passion pour la coiffure. Je veux développer un business là-dessus. Et à côté aussi, il y a le basket que j'aime beaucoup. Est-ce que je veux aller jouer professionnel ou pas? Donc, c'est comme ça qu'on regarde un peu les différents majors que je peux associer à mon major que j'ai déjà sans avoir à prendre trop de crédits et à valider 2 diplômes en 5 ans. Et on finit par choisir entrepreneuriat parce que j'ai aussi pensé à la coiffure. Je dis, OK, vu que je pense à ouvrir un business dans la coiffure demain, pourquoi ne pas m'entraîner à cela, à ouvrir un business? Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire entrepreneuriat en deuxième diplôme. Okay. Alors, Charles, dites-moi, vous avez joué à l'équipe nationale du Tchad, vous avez eu une carrière assez intéressante en tant qu'athlète universitaire aux États-Unis. Pourquoi n'avoir pas fait le choix d'aller continuer une carrière sportive à l'extérieur, par exemple en Europe ou en Asie, comme le font beaucoup d'athlètes américains? Le choix était très simple et vraiment axé sur une recherche de stabilité financière. Et franchement, je sortais d'une école de 2e division et je parlais avec certains de mes amis qui, à l'époque,
jouaient déjà en Europe ou au Moyen-Orient. Je savais que je n'allais pas en NBA. Donc, les options, c'est d'aller jouer dans une division inférieure quelque part en Europe ou en Asie et consorts. Et j'adore le basket. J'ai une passion pour le basket. Si j'avais eu une opportunité, une offre en main quand je finis l'école, je pense que j'aurais fait ça. Mais la réalité, c'est que déjà quand j'étais dans ma seconde année, j'ai commencé à prendre des étapes pour pouvoir, me renseigner sur les possibilités d'intégrer une entreprise ici aux États-Unis. J'étais très proactif en ce sens que je recherchais les salons d'emploi. Donc, mon école était à Newberry, mais je conduisais 45 minutes pour aller à l'université de la Caroline du Sud, où les grandes compagnies venaient dans ces salons d'emploi pour pouvoir faire du networking et apprendre un peu plus comment est-ce que je peux m'intégrer. Et donc, à la fin de ma quatrième année, j'avais une offre d'emploi dans la main. Et l'autre option, c'est d'aller pouvoir poursuivre ma passion. Et je pensais que l'option optimale, c'était vraiment de capturer cette stabilité financière que je cherchais et commencer ma carrière avec une boîte financière de la place. Okay. Très bien. Alors, Ousmane, c'était quoi votre expérience? Vous avez aussi joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À la sortie de l'université, comment vous faites le choix de vous lancer dans les finances? Ouais, ben, pour moi, je peux dire que dès le départ, c'était quand même une option d'aller quand même évoluer dans d'autres pays. Mais aussi, j'aime quand même m'aligner sur ce que Charles a dit. Il faut faire la comparaison, OK? Tu décides d'aller jouer à l'étranger versus tu es ici aux États-Unis, avoir une carrière professionnelle où tu peux régulariser ta situation. En fait, chacun aura son expérience au moment où ça se présente, right? Moi, mon expérience particulière, c'est que je croyais quand même à mes résultats académiques. J'étais quand même confiant que avec un bon résumé bien fait, bien établi, je pourrais au moins m'obtenir un stage dans une entreprise de la place ou un boulot, si possible. Déjà, après le bachelor, dès que je savais que c'était fini avec le basket, les 4 ans sont finis maintenant, quoi. Je me suis dit déjà, OK, est-ce qu'il y a la possibilité pour moi de faire un master ou un MBA qui va quand même me donner 1 an et demi, 2 ans pour comprendre en fait ce qu'il faut faire? Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis automatiquement inscrit en master dans mon école, ce qui m'a permis d'avoir encore une autre bourse, une bourse académique cette fois-ci. Et avec cette bourse académique, j'ai pu faire ma première année de master. La deuxième année, je l'ai payée de moi-même. Donc déjà, je m'étais déjà lancé. Je cherchais vraiment à continuer mes études, à aller un peu plus loin dans mes études. Ça me donnerait quand même un statut, le temps que les choses s'améliorent, le temps que les choses se préparent bien. Et aussi, il faut savoir que la deuxième raison, c'est que dans la même période, j'avais déjà rencontré ma femme à l'université. On avait déjà notre premier enfant. Donc déjà, il y avait une pression sur moi psychologique de subvenir aux besoins de mon fils à l'époque. Et aussi de prendre soin de take care of my business, comme on dit, de prendre soin de ma femme et tout ce qu'il faut faire en tant qu'un père. Voilà. Et je ne voulais pas être absent. C'était vraiment un choix pour moi. J'étais content d'avoir un fils. Je ne voulais pas être absent de mon fils, aller dans un autre pays, rester là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et Charles a dit quelque chose qui est très important. Et ça aussi, c'est un conseil que je vais donner aux gens en même temps. Le networking, c'est très important. Donc, avoir quand même une présence dans la communauté universitaire d'où tu joues est très importante. Tu vois. Moi, je veux dire, par mes actions, par mon comportement, par ma manière de me comporter autour des autres, j'ai pu quand même me faire des amis dans la communauté universitaire. Je veux dire, je pouvais aller dans le bureau du directeur des sports et lui parler de mes projets, lui parler de mes situations. C'est vrai qu'il ne pouvait pas m'aider financièrement, mais les entendre, me donner des idées, mais quand même, j'aimais beaucoup écouter les gens. Donc, j'écoutais beaucoup les gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'appréciaient beaucoup dans la ville universitaire où j'étais. Donc, je me suis fait des amis comme ça. Et quand l'occasion s'est présentée pour moi
d'aller, par exemple, à une, comment on appelle ça, un séminaire d'emploi. Ouais. Je suis allé là-bas, en fait, avec mon résumé, ne sachant pas que j'aurais un boulot. Et je suis sorti de là avec un stage dans la plus grande entreprise d'assurance des États-Unis. State Farm. La State Farm. Donc, je suis allé là-bas avec mon résumé, j'ai donné mon résumé, et la première personne à laquelle la personne était vraiment captivée par mon histoire. Ouais. Et je vais vous dire quelque chose, les Américains, ils adorent nos histoires. Ils veulent nous écouter, ils veulent nous entendre, ils veulent savoir ce qu'on a vécu. Et c'est des choses qui les touchent, je veux dire. Les Américains, c'est des gens, tu peux les toucher facilement. C'est des gens, la première personne que j'ai rencontrée, il était quand même impressionné. Oh, comment tu as fait? Tu as de bonnes notes. Tu as fait telle matière. Comment tu es sportif et tu fais la comptabilité? Tu as eu quel temps de faire tout ça? Donc, il était quand même, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que j'étais quand même un athlète. Et puis, au même moment, j'avais de bonnes notes. Je prenais des classes qui étaient difficiles. Je me challengeais, en fait. Donc, ça l'a beaucoup plu. Et il s'est dit automatiquement, mais il faut qu'on l'amène en compagnie. Et j'ai eu un stage de 3 mois dans la compagnie, dans le summer. Et quand je suis sorti du stage, j'avais fait un boulot. Parce qu'ils m'ont dit, en fait, OK, on sait que tu travailles sur ton master, bon, finis ton master et quand tu reviens, nous, on veut te donner un boulot. Et finalement, c'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot. Quand j'ai fini mon master, je suis allé là-bas et finalement, j'ai eu mon premier boulot. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et puis après, voilà, tout est parti de là, en fait. Ouais. Alors, je reviens vers vous, Mariam. Oui. C'est quoi, vous avez parlé tout à l'heure de faire le choix entre le business des tresses, les études que vous finissez bientôt et aller jouer professionnel à l'extérieur. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ou vous êtes toujours encore en train de réfléchir? Je suis encore en pleine réflexion. Je ne sais vraiment pas. Je suis assez perdue. Je ne sais pas pour vous, quand vous avez fini, comment c'était. Moi, c'est... ouais, mon histoire, c'est une histoire tout à fait. Moi, c'est un peu, ça va de partout. Je pense aussi à faire un master. J'y pense, mais je veux le faire en bourse d'études. Donc, je veux me donner les moyens d'avoir une bourse d'études. Parce que je sais que je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas les parents qui vont me le payer. Donc, il y a plein. Je suis encore vraiment confuse. Je ne vais pas... Très confuse. Je ne sais pas quoi faire exactement. J'ai l'idée de tout. Mais c'est quoi la bonne décision à prendre? Je ne sais pas. On va dire comme ça. C'est super intéressant que vous dites cela parce que moi aussi, j'étais ancien athlète. Moi aussi, j'ai eu une bourse d'études. Je suis venu, j'ai fait des études en pharmacie, j'ai fait un doctorat et tout ça. Mais là encore, avant de faire ces choix-là, à un moment de ma carrière, j'étais aussi confus. Je ne savais pas où donner de la tête. Et c'est là l'importance d'avoir des mentors, des personnes qui sont passées par où vous étiez et qui peuvent vous donner un peu leur expérience personnelle afin de pouvoir progresser. Alors, juste pour relever ce point. Alors, avec le recul, cette question va pour Charles. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous auriez pu faire différemment? Vous auriez dû faire différemment avec le recul? Mais tout d'abord, en écoutant Mariam, je pense que j'aurais pu me faire un peu plus d'argent quand j'étais à l'université si je coiffais mes coéquipiers. Mais je crois que j'ai eu un parcours satisfaisant. Et je pense que j'ai pris de bonnes décisions, pas simplement moi seul, mais parce que j'avais toute une structure autour de moi. J'avais des gens qui vraiment m'avaient pris à bras ouverts et qui me conseillaient tout le temps. Mais avec du recul, je pense que j'aurais peut-être pu faire un double major comme Mariam ici. Deux, peut-être même penser à faire mon master's directement après que j'ai eu ma licence. J'ai décidé d'aller travailler au lieu de continuer. Donc, 9 ans plus tard, c'est là que je suis en train de finir de faire mon master's en ressources humaines. Mais s'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes qui nous regardent et qui aspirent à venir ici aux États-Unis, numéro 1, c'est d'apprendre la langue. Même si tu es encore en Afrique, si tu penses que tu veux venir aux États-Unis, il faut commencer à apprendre l'anglais. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que même étant en Afrique déjà, moi, j'aimais l'anglais. Je passais les vacances au Nigeria. Et je suivais les films en anglais, donc ça m'a donné une bonne base
À l'école, au collège moderne de Cocody, au lycée classique, j'avais des très bonnes notes en anglais. Mes amis même me faisaient de blagues, mais Charles, toi, il faut que tu partes aux États-Unis parce que tes matières fortes, c'est l'EPS et c'est l'anglais. Mais j'arrive ici et je me rends compte que c'est difficile. Quand on te met dans une classe où une classe de gouvernement où tu dois faire une dissertation, c'est pas la même chose. Et une raison pour laquelle c'est très important d'apprendre la langue, c'est avoir un niveau, pas seulement pour pouvoir commander la nourriture au restaurant, aller au film et tout ça, mais apprendre la langue pour pouvoir naviguer des conversations complexes sur le plan professionnel, pour pouvoir développer une maîtrise de l'anglais soutenue. Et je dis ça parce que la position dans laquelle je fais de centaines d'entretiens d'embauche chaque année, et l'une des raisons primordiales que les gens ne passent pas la première étape, qui est l'entretien téléphonique, c'est leur habilité de communiquer et leur maîtrise de la langue anglaise. Donc, je suis là au téléphone avec quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire et on a pratiquement les mêmes expériences. Et du fond du cœur, je veux lui donner l'opportunité d'avoir le boulot. Mais si quelque part, ils ne peuvent pas s'exprimer au niveau dont la compagnie a besoin, c'est vraiment une décision difficile à mettre. Okay. Ousmane, avec vous, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Ben, un peu comme ce que Charles a dit, mais je dis ça de façon un peu différente. Moi déjà, c'est une bénédiction que je sois là. C'est une bénédiction. Je pense pas que. Mais pas changer complètement. Tout ce que Dieu fait bon, comme on dit chez nous dans notre jargon. Mais déjà, quand je regarde un peu ce que je ne savais pas et ce que je sais aujourd'hui, en matière de ma décision d'aller dans l'université dans laquelle j'étais, c'est un point qui ça s'est très bien passé. Je me suis fait de bons amis et tout. Mais quand je regarde aujourd'hui dans ma carrière professionnelle et les gens que je rencontre dans mon travail et tout, le choix, j'ai compris vite que le choix de l'université aussi est important. J'aurais dû aller dans une plus grande université. J'avais des offres pour aller dans les plus grandes universités. Je ne savais pas en fait ce que c'est qu'un Big Ten, un Big 12, un Big East. Je ne savais pas en fait tout ça. Donc aujourd'hui, quand je vais à Mariam, Oklahoma State, bravo, voilà, super, reste là-bas, travaille dur, voilà, là, c'est une bonne université. Je veux dire, si j'avais une connaissance de la manière dont les universités sont un peu structurées ici aux États-Unis en matière de côté académique comme du côté sportif, j'aurais pu choisir une meilleure université parce qu'il y avait quand même de grandes universités aujourd'hui avec du recul qui étaient après moi. Mais vraiment, je ne connaissais pas vraiment, j'avais pas de personnes autour de moi qui pouvaient vraiment me guider dans ce choix-là. Et je peux dire que sincèrement, je suis allé à Houston, Illinois, juste parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre de penser à ça. Et je me rappelle comme ça, parce que le coach il m'embêtait chaque fois. J'ai dit, bon, ok, parmi tous les gens, c'est toi qui m'embête le plus, envoie-moi le contrat, je signe. Voilà. Donc, c'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il a gagné. Voilà, donc, c'est comme ça en fait qu'il a. Voilà. Donc, je dis que tout le monde m'embête. Mais toi, tu m'embêtes le plus. Je suis fatigué d'entendre cette histoire-là. Je suis fatigué de réfléchir à ça. Envoyez-moi le contrat, je signe. Voilà, c'est fini. Et là, c'est comme ça que je suis passé à Houston, Illinois. Je n'ai jamais visité l'école. Je ne savais pas où c'était. Je ne connaissais personne de l'école. J'ai pris mon Greyhound. Je me suis mis dans le bus. J'ai pris mon sac. Et je suis parti là-bas. Voilà. C'est le bus, voilà. Donc, je suis arrivé là-bas. Maintenant, je me rends compte, mais attends, ce coin-là, c'est au milieu d'un champ de maïs. Donc, j'arrive là-bas, mais c'est déjà trop tard. J'ai signé, je suis obligé de m'insérer dans la vie universitaire. Mais c'est un super coin. Les gens sont vraiment très, très charmants derrière. Les gens sont vraiment très, très amicaux. Je suis arrivé là-bas, j'ai eu une belle expérience là-bas, mais je vais dire, du côté professionnel, quand je regarde, si j'avais pensé ça un peu plus tôt, j'aurais choisi des écoles qui sont un peu mieux connues au plan académique.
Plan académique, ok. Alors, donc, pour revenir au point que Mariam a fait tout à l'heure, il y a Christelle Ngarzanet qui était d'ailleurs l'une de nos invitées il y a quelques mois de cela. Christelle Ngarzanet qui est aujourd'hui coach de division 1 dans l'Illinois, qui dit comme ça que, bon, pour Mariam, une position de graduate assistant pourrait aider à avoir une bourse pour le master, c'est-à-dire en tant qu'assistant coach, voilà. Donc, et donc ça, c'est qui pourrait être intéressant à explorer. Je regarde en ce moment, oui, je m'y intéresse, c'est plus ou moins comment je vais avoir mon master. Ouais. Mais moi, je ne veux pas le faire en tant qu'assistant coach. Je ne pense pas être faite pour coacher, j'aime pas. Je veux le faire dans d'autres... Christelle n'a pas aimé ça. Non, je sais pourquoi je n'aime pas. Peut-être que Christelle essaie de vous recruter, là. Bon, pour l'instant, je vais avoir un master. Mais, en tant que coach, je sais ce que j'ai fait subir au coach, je n'ai pas envie de subir les choses. Donc, non. Mais je veux le faire. J'ai vu beaucoup de positions. Il y a un site qui est NCAA Market où tu peux trouver les positions de Graduate Assistantship sur lesquelles je navigue assez souvent. Dernièrement, je regarde. Vu que je suis assez confus, j'ai appliqué pour certains, mais je vais avoir un peu l'esprit clair aussi avant de vraiment me lancer. Mais pas me lancer dans un truc juste pour me lancer là-dedans. Ouais. Donc, voilà. Mais je regarde assez, oui. C'est une option. Et merci pour le conseil, Christelle. Yeah, moi, déjà, j'ai fait mon graduate assistant dans le centre de loisirs de Rec Center. Donc, ça, si c'est une option aussi, c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai une bourse à travers mon graduate assistant au Rec Center, qui est le centre de loisirs de l'université. Voilà. Alors, on a une question qui nous vient d'Ismaël Ndiaye. Ismaël Ndiaye, qui est aussi ancien athlète, qui a joué aux États-Unis et qui était capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il nous a écrit depuis la Suisse. Bonjour Ismaël. Alors, Ismaël lui dit, par exemple, il pose la question de savoir est-ce que les États-Unis sont toujours cet Eldorado là pour la pratique du sport et aussi pour aspirer à une meilleure stabilité financière après l'université? Moi, je peux dire... pas les États-Unis seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la possibilité dans les pays comme la Chine qui se développent très bien, qui sont très bien se développer dans le basket, qui payent les gens, je pense, assez bien. Mais les États-Unis sont toujours une place incontournable dans le basket. Donc ça, on peut pas leur enlever ça. Maintenant, dans la stabilité financière, effectivement, ça va avec. Mais je veux dire, chacun a son expérience. Ouais. Chacun a son expérience dans ce truc-là. Donc, au moment où ça se présente, il faut y penser comme on le fait. C'est déjà bien. Quand on n'y pense pas, c'est un problème. Si on y pense, c'est bon. Moi, je pense que déjà, quand on y pense, c'est une bonne chose. Et déjà, dès le départ, je veux dire, quand tu es déjà junior, il faut commencer à penser à ça. Il faut commencer à penser, OK, qu'est-ce que je vais faire après mes 4 ans? Parce que ça va venir. On ne peut pas contourner ça. Il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Chacun a sa chance. Ça peut être à travers trouver un boulot, bien trouver un stage, ou trouver son mari ou sa femme, ou bien, je ne sais pas de quoi. Enfin, écoutez, il faut le dire comme il faut le dire. Mais je veux dire, dans tout ce qu'on fait, il faut le faire de façon honnête. Il faut le faire de façon sérieuse. Il ne faut pas se jeter dans des relations amoureuses juste pour le faire, sincèrement. Moi, ça ne m'a pas bénéficié et je ne pense pas que c'est la meilleure façon de le faire de façon honnête. Si on le fait, il faut le faire sincèrement. Si on cherche du boulot, mais un résumé bien scellé, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la communauté aujourd'hui qui ont eu cette expérience-là, qui peut te donner un peu qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est présenté à moi, et tu verras un peu qui a l'expérience qui s'approche un peu plus de ton histoire. Donc, déjà, je pense que tout ce qu'il faut faire, il faut le faire dans le sérieux. Il faut prier pour que ça se passe bien. Voilà, en fait, si tu peux continuer les études, continue les études. Si tu as la possibilité de travailler, tu travailles. Mais il y a toujours des moyens de delay, de retarder un peu l'échéance. Donc, tu peux toujours trouver des trucs à gauche, à droite. L'école ne s'arrête jamais. Voilà. Je dis, voilà, Serge, les PhD, je peux dire, si tu veux continuer, tu continues jusqu'à PhD. Voilà. Voilà. En fait, il faut toujours trouver des moyens d'être actif. Il faut trouver des moyens d'être productif.
Ouais. Et ça viendra. Voilà. Et vous, Charles, que pensez-vous? Oui, j'allais simplement ajouter que, tout d'abord, Ousmane, tu as parfaitement raison. Je crois que tu as donné des valides arguments parce que tu as dit. Mais moi, j'ai le mindset il faut toujours penser à diversifier tes opportunités. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit l'intérêt que l'Afrique est en train de générer en tant que, par exemple, la NBA maintenant qui a une école basée au Sénégal. Right? Il y a une autre école qui s'appelle la Seed Academy, qui est aussi là pour développer les jeunes. Je pense que venir aux États-Unis comme nous l'avons fait, c'est peut-être pas la seule option en ce moment. Et tu as mentionné la Chine et tout ça. Donc, c'est vraiment avoir un esprit ouvert et te mettre dans une situation où tu as accès à le plus de possibilités. Mais c'est une très bonne question, Ismaël, ancien capi au MBBC. Ça fait plaisir. Je revois, ouais. Alors, il y a une question aussi qui vient de Olivier Ando. Bonjour Olivier, qui nous demande est-ce que retourner au pays avec un diplôme américain permet de travailler facilement? Bon, malheureusement, nous sommes tous ici aux États-Unis, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus ou une expérience à partager. Moi, je suppose que oui. Je suppose que oui. Maintenant, est-ce que c'est plus facile de trouver un boulot qui va te plaire, qui sera payé à ce que tu espères avoir? Ouais. C'est là le challenge, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, la différence est nette, OK? 2000 $ ici, c'est pas 2000 $ en Côte d'Ivoire. Personne ne va te donner 2000 $ en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois, 3000 $, 4000 $, 5000 $ aux États-Unis, c'est pas la même chose. Donc, je vais dire aussi, eux aussi, les dépenses et les charges financières qu'on a ici, ce ne sont pas les mêmes charges financières qu'on a en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays en Afrique. Donc, je vais dire, toute chose est un choix personnel. Donc, je vais dire, si le cadre de vie ici vous plaît et que vous pensez que ce cadre de vie-là vous permet d'exploser financièrement et moralement, moi, je pense que tu peux rester ici. Mais il y a des gens, moi, je connais des gens qui sont retournés, qui ont pris des salaires un peu plus moyens, mais aussi avec d'autres avantages qu'on a en Côte d'Ivoire, l'avantage d'avoir, par exemple, une nounou, d'avoir quelqu'un pour s'occuper des enfants, de manger à moins de coûts, d'habiter dans les coins un peu plus abordables. Tu vois, donc, je veux dire, chacun regarde un peu le cadre de vie qui se présente à lui et prend sa décision. Je ne peux pas vraiment répondre ce qui est mieux, mais je veux dire, dans toutes choses, il faut regarder un peu le pour et le contre, quoi. Voilà. Ouais. Mariam? Je pense que, comme Ousmane il a dit, ça dépend de l'expérience de chacun. Dans le sens où j'ai des amis, par exemple, c'était pas l'option de rester aux États-Unis, c'était même pas une option, dans le sens où ils ont de bonnes familles, ils viennent de très bonnes familles, ils ont déjà de très belles opportunités qui les attendent au pays. Donc, à partir du moment où ils finissent leur master, ils veulent juste rentrer au pays parce qu'ils ont déjà un boulot qui les attend. Exactement. Maintenant, pour les gens comme nous, on sait d'où on vient. Voilà, ça se complique un peu. Donc, autant tu commences à regarder les opportunités différemment. Mais moi aussi, j'ai une question d'abord pour tous les trois aussi, les gens qui nous regardent. Je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de faire un choix par amour dans le choix, on va dire choix professionnel, par amour, ou de juste prendre l'opportunité qui se présente? Bon, voilà encore une question difficile. Non, je peux dire déjà, il faut faire ce que tu aimes. Ça, c'est très important. Mais aussi, dans toute chose que tu choisis, il faut qu'il y ait une raison. Donc, tu ne peux pas choisir quelque chose. Souvent, c'est parce qu'on aime qu'il faut faire. Tu vois, il faut aussi faire ce qui est bien pour toi, en tant que toi, Mariam. Ce qui est mieux pour toi. Ce qui est bien pour toi, tu le fais. Ce
souvent, ce qu'on aime le basket, moi, par exemple, j'adore le basket. Tu vois, j'adore. Mais je sais, on parle tout le temps de basket, j'adore le basket. Nous tous, on est là, on adore le basket. Right? On aime le basket, mais à partir d'un certain moment de la vie, on fait un choix de raison, pas un choix d'amour. C'est que tu vois. Okay. Donc, voilà, donc je veux dire, la raison qui se présente à toi au moment opportun, si cette raison-là te dit, OK, il faut que j'ai du boulot parce que j'ai tant, je viens d'une famille modeste, voilà, comme tout ce que tu as dit, c'est un choix important qui n'est pas seulement ton choix, mais un choix psychologiste, un choix, voilà, tu regardes un peu plus grand, mais un choix personnel. Nous tous, on va jouer au basket. Oui. Donc, tu vois, oui. mais je veux dire, moi, ce que j'ai trouvé pour essayer de surmonter ça mentalement, j'entraîne les enfants, j'entraîne les jeunes qui sont dans le quartier. Je veux dire, voilà. Donc, je veux dire, moi, quand je fais ça, ça me plaît parce que ça me met à côté du basket. J'apprends aux enfants le sport. Je suis près de mes enfants. Donc, ça me donne en fait un cadre de vie dans le domaine qui me plaît. Donc, je ne fais pas seulement ce que je veux faire, mais je fais ce qui plaît à d'autres personnes et qui m'apporte satisfaction à moi-même. Voilà. D'accord. Merci. Alors, dernière question pour Denis. Je sais que nous sommes au-delà de l'heure que nous avons réservée. Dernière question pour terminer. Et puis après ça, je prendrai une question des auditeurs pour terminer notre interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que votre expérience d'athlète vous a aidé à exceller dans votre vie professionnelle actuelle? Et cette question, elle ira pour tous les trois. Donc, 1 minute pour chacun, s'il vous plaît. OK. Alors, Charles, voilà en premier. OK, oui, je vais aller. Donc, je pense que l'avantage de jouer au basket, c'est qu'on développe des compétences qui transcendent les 4 lignes du terrain de basket. Quand tu regardes dans le milieu professionnel, les gens qui sont qui ont beaucoup de succès, c'est des gens qui peuvent communiquer, des gens qui ont l'esprit d'équipe, et des gens qui travaillent très dur. Et toutes ces qualités-là, tu les trouves ou tu les développes sur un terrain de basket. Donc, moi, je pense que l'expérience que j'ai eue m'a vraiment préparé pour pouvoir assumer toutes les positions que j'ai eues sur le plan professionnel. OK. Ousmane? Ouais, pour ajouter un peu ce que Charles dit, je partage également son choix ici, ses avis. Ce que je veux ajouter seulement, c'est que le résumé. Ouais, quand tu fais ton CV, le fait que tu aies joué dans une équipe de basket, c'est super. Ça vend très bien. Et aussi, en général, si tu as été capitaine, ou bien tu as été capitaine à jouer, il ne faut pas hésiter en fait à se vendre en fait sur son résumé. Ça, vraiment, je l'ai appris dans ma carrière. Je pense que Charles est dans le domaine du talent aussi, il peut le dire. Il faut se vendre. Il faut pas hésiter à les expériences qu'on a eues en Côte d'Ivoire comme ici, tout marche en fait. En fait, les gens, derrière le résumé, il faut regarder on regarde un peu le caractère de la personne. Le leadership aussi. Voilà, le leadership de la personne. Donc, il y a beaucoup de manières de le prouver. Je pense que déjà, ce que Charles a dit, c'est super bien, mais déjà, en prenant ça, en mettant ça sur un résumé de façon claire et nette, ça se vend très bien. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Alors, Mariam, dernier mot pour la fin? Je dirais, moi, le basket m'a appris beaucoup de self-control, le contrôle en soi. Parce que j'ai un caractère assez complexe, mais ça m'a beaucoup permis de me contrôler. Et aujourd'hui, je le ressens aussi. Je n'ai pas une grande carrière professionnelle, je n'ai pas encore de carrière professionnelle, mais dans mon petit business de coiffure, où je deal tout le temps avec des clients d'humeur différentes, des personnes de caractères différents, de personnalités différentes, ça m'aide beaucoup. Je retrouve un peu ce trait de caractère que j'ai développé en jouant au basket dans ma vie de tous les jours. OK. Ben, Ousmane, Mariam et Charles, je vous dis merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes malheureusement au terme de notre entretien. C'est vrai, 1 heure de temps, c'est passé super vite. En général, je fais 45 minutes de là, c'est 1h06. Je ne veux pas garder mes interlocuteurs encore plus longtemps. Je vous remercie
grandement du fond du cœur et je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Merci. Merci Merci à toi. infiniment. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. All right, bye bye. Allez. Ouais. Merci d'avoir écouté mon émission d'aujourd'hui sur le choix de la carrière professionnelle après le sport universitaire aux États-Unis. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous écrire à notre adresse email à contact@africain-amérique.org ou laissez vos commentaires sur notre page Facebook à Les Africains d'Amérique-officiel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter l'histoire d'un autre immigrant africain qui font la fierté du continent en Amérique du Nord. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.